L'ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l'activité, puis de relance, quoi qu'il en coûte. On va financer des entreprises qui, autrement, feront faillite. Ce sont 400 000 entreprises qui vont rouvrir. 400 000 entreprises qui représentent 875 000 emplois. On a déjà une récession extrêmement forte. Si en plus ces entreprises font faillite, c'est la débandade. Nous l'avons fait depuis le premier jour. L'État sera aux côtés des entrepreneurs indépendants, des très petites entreprises, des PME, des ETI, des très grandes entreprises stratégiques. L'État est présent depuis le début et l'État continuera d'être présent. Mais le problème, c'est que on les soutient artificiellement, mais ce sont des zombies. Ces entreprises, normalement, auraient dû faire faillite. Pour éteindre l'incendie, l'État envisage même de nationaliser certaines entreprises privées. L'État, il a plusieurs possibilités. Il peut monter au capital de ces entreprises, il peut les recapitaliser et il peut les nationaliser. Nous tenons prêts. J'ai adressé au président de la République une liste de ces entreprises qui étaient les plus menacées et qui auraient besoin du soutien de l'État dans les mois qui viennent. Ce n'est pas pour demain ou pour après-demain, ça peut prendre un peu plus de temps, mais l'État défendra ces fleurons industriels. Or là, ces entreprises ont été quasiment nationalisées, financées artificiellement. S'il n'y avait pas eu ce financement de l'État, ces entreprises étaient mortes. Est-ce que ça va tenir longtemps? Est-ce qu'on pourra effectivement maintenir ces entreprises? Est-ce que parfois les ressources, il ne faut pas les utiliser sur des choses bien plus importantes? On ne peut pas sauver tout le monde. Les banques financent, Banque centrale finance les États. Aujourd'hui, elles ont financé des entreprises. Donc la Banque centrale américaine a dit, OK, maintenant on va financer Ford, on va financer Delta Airlines, on va financer des entreprises qui autrement feront faillite. Si on ne finance pas ces entreprises, si on ne leur donne pas de l'argent, ces entreprises feront faillite. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas le droit de le faire. La Fed n'a pas le droit d'acheter les obligations de ces entreprises. Mais qu'a fait la Fed? Eh bien, c'est très simple. Ici, c'est en anglais. Hein. Vous excuserez mon anglais, mais je vais quand même m'exprimer en anglais. Donc ici, the Fed is going to attempt to triangulate the law using the following dodges to get around the prohibition that it can only make loans, not purchases. It is going to make a loan to a special purpose vehicle and let that entity buy up the corporate bonds. Traduction. Ne vous inquiétez pas, je vais traduire. Donc, traduction, la Fed, elle va détourner ou contourner la loi, c'est-à-dire l'impossibilité d'acheter, parce qu'elle ne peut que prêter. La réserve, la Fed, elle peut prêter de l'argent. Mais là, elle va acheter des ETF sur les obligations pourries et elle va acheter également des obligations d'entreprise. Et donc, que fait la Fed? Elle dit, OK, c'est très simple. On va créer une entreprise qu'on appelle SPV. Donc, c'est une entité qu'on appelle SPV. Et la Fed ne va pas acheter directement. En fait, elle va prêter de l'argent à cette entité qui, elle, va acheter des obligations. Est-ce que vous voyez le principe? Donc, la Fed ne va pas acheter directement, elle va prêter de l'argent à cette SPV qui, elle, va acheter les obligations des entreprises. D'Amérique, ils ont fait encore plus incroyable. La Banque centrale américaine s'est portée garante de tous les emprunts. Les États-Unis d'Amérique, paradis du capitalisme, sont dorénavant un pays où le risque, qui justifie l'existence du capitalisme jusque-là, n'existe plus. On n'est plus dans le capitalisme. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, en 2008, qu'est-ce qui s'était passé en 2008? La Banque centrale, la Fed, avait refinancé les banques. Et on avait crié au scandale. Vous en rappelez?
Que dire de ceux qui ne sont pas d'accord avec les actions de la Fed? Il renfloue Morgan Stanley et après Goldman Sachs. Quand je suis à sec, qui me renfloue? Personne. À bas la réserve fédérale. À bas l'effet multiplicateur du crédit. À bas la Fed. Si vous demandez aux gens, la plupart d'entre eux vous diront que la Fed a dépensé beaucoup d'argent du contribuable pour essayer d'enrayer la crise, qu'elle a renfloué les banques et ainsi de suite. Là, c'est pas les banques. Là, c'est toute l'économie et des entreprises qui, finalement, ne sont pas solides. Donc, je reviens ici sur mon mind map. Donc ici, on voit bien qu'il y a un soutien artificiel au marché. Et donc, la Banque centrale, la Fed, en finançant directement ces entreprises qui sont en quasi-difficulté, elle leur permet de survivre et elle leur permet d'exister. On va revenir rapidement sur le graphe de Delta Airlines. Delta Airlines. Vous voyez, on en a parlé, Warren Buffett, il a vendu par là cette action. Il a vendu cette action autour de ce niveau. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que cette action n'a pas explosé. Mais si la Fed n'était pas intervenue, cette entreprise, elle faisait faillite. Pourquoi elle fait faillite? Je m'explique. Delta Airlines, aujourd'hui, elle perd énormément d'argent. C'est plusieurs milliards de dollars. D'accord? Donc, perte énorme d'argent. Et donc, pourquoi? Parce qu'elle a toujours des charges fixes. On est d'accord? Les charges fixes sont les salariés, ce sont des frais de maintenance, donc elle a des charges fixes. Mais elle a zéro recette. On est d'accord? Elle a zéro. Il n'y a plus de vol. Il n'y a plus rien. D'accord? Personne ne prend plus l'avion. Donc elle a zéro recette, mais les charges sont toujours là. Ça s'appelle une crise d'illiquidité. C'est-à-dire qu'une entreprise, d'accord, elle n'a plus assez d'argent, elle n'a plus assez de trésorerie. Et donc, comme elle n'a plus assez d'argent dans sa trésorerie, elle ne peut plus honorer ses engagements à court terme. Et donc, comme elle ne peut pas engager ses engagements à court terme, soit elle fait faillite, donc elle dit « moi j'arrête », soit elle, soit elle trouve une solution, c'est-à-dire qu'elle emprunte, soit elle est rachetée, et où ce qu'a fait la Fed, eh ben la Fed a soutenu effectivement cette entreprise. Sinon, elle aurait été en faillite. Parce qu'il y a le court terme. Mais, ça ne veut pas dire que parce qu'on l'a soutenue à court terme, qu'à long terme, elle sera profitable. On est d'accord? Vous avez vu la facture du chômage partiel, elle explose complètement. Vous avez des boîtes qui peuvent tenir 30 jours, 40 jours, mais 60 non, 70, 80 non. Et on voit bien qu'on va avoir des faillites malgré les prêts garantis par l'État et on va avoir des vrais chômeurs malgré le chômage partiel. On a évité la crise d'illiquidité. Mais il y a une deuxième crise, c'est la crise de solvabilité. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise sera rentable? Et pour qu'une entreprise soit rentable, il faut qu'elle génère des bénéfices. Et là, jusque-là, on n'en sait rien. On ne sait pas si Delta Airlines, à l'avenir, elle reviendra à son niveau d'avant. Pourquoi? Parce que, prenons le cas de deux entreprises très connues, Google et Facebook. Je pense que vous en avez entendu parler. Qu'a dit Google? Qu'a dit Facebook? Ils ont dit pas la peine de revenir dans les bureaux jusqu'en 2021. Vous imaginez? Télétravail ou travail présentiel? Ça fera partie des questions de l'après 11 mai. Et chez PSA Peugeot Citroën, on a déjà une idée. On a un projet de faire du télétravail la norme, la chose définitive et pas l'exception comme pendant le confinement. Potentiellement, ça touche 80 000 salariés de PSA dans le monde sur 200 000. Et il y aurait un jour ou un jour et demi max de présence au bureau. Ce serait volontaire ou obligatoire? Normalement, c'est volontaire le télétravail. Sauf que là, ils ont présenté hier un plan baptisé Nouvelle ère d'agilité. Ce sera un accord collectif.
Un accord collectif, ça veut dire que s'il passe, vous n'avez pas le droit de dire non. Même si vous avez absolument pas envie de télétravailler. Est-ce que ça préfigure ce que va être le monde de l'entreprise après le 11 mai? Il y aura des grands changements. La transition numérique va faire un bond en avant, et là le télétravail en est un aspect. La transition écologique aussi. Et puis mine de rien, toutes les entreprises relativement grandes ou de taille moyenne qui, au fil du temps, créent des divisions, des départements, se sont rendus compte pendant 2 mois que ça leur a absolument pas manqué, qui vont les considérer peut-être comme superflues et considérer qu'elles sont vouées à disparaître. Ça veut dire que toute une partie de l'économie sera complètement immobilisée et sera à terre, que ce soit les vols, que ce soit les transports, bien sûr, dans les transports, il y a également l'aérien, que ce soit également l'hôtellerie, que ce soit les services, que ce soit les parcs d'attractions, etc., le tourisme, tout ça, ça va être quasiment down en 2020, d'accord? Sauf si on trouve un vaccin rapidement, sauf si on trouve une solution rapidement. Donc on en revient à la crise d'illiquidité. Ça permet de régler le problème à court terme, mais on n'est pas sûr que ça règle le problème de solvabilité. Est-ce que ces entreprises seront encore viables dans 6 mois, dans 1 an? La Fed, en intervenant massivement, a permis d'éviter les dégâts. Elle a évité à pas mal d'entreprises de tomber en faillite. Mais est-ce qu'elle va réellement changer la donne? L'avenir nous le dira. Donc, déjà, j'ai envie de savoir si c'est clair pour vous, si vous avez compris un peu mes explications. J'en profite pour boire de l'eau. Et yes. Bon, les amis, faites-moi exploser les likes. Il est samedi soir. Il est 11h du soir à Dubaï. Je suis là à mouiller la chemise. Je tape pas sur la table parce que je sais que ça va... Je suis là, je suis mouillé la chemise. Et vous êtes mou! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui... Allez! Faites-moi exploser les likes! Et ceux qui se plaignent, et ceux qui sont là à la ramener, allez voir BFM! Ne me cassez pas les oreilles! Faites-moi exploser les likes, les amis! Bon, je continue. Donc déjà, c'est super. Je pense que vous avez bien compris un peu le principe. Donc ici... ce que je viens de vous expliquer, donc vous voyez un peu le raisonnement, vous voyez un peu le principe, etc. Donc, ici, ce qui est intéressant de noter, c'est que la Fed, donc no limit, hein, on est bien d'accord que c'est le 23 mars, no limit de la Fed, etc. Donc, on va acheter effectivement des obligations d'entreprise, corporate bonds, c'est-à-dire que les entreprises... Et alors, justement, parce que ça, je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais je pense que c'est important pour vous. Pourquoi le fait d'acheter, donc achat junk bonds, pourquoi ça a fait monter les actions? Je vous pose la question, je l'ai expliqué précédemment. Pourquoi ça a fait monter les actions? C'est très simple. Parce qu'en achetant les obligations, on permet à ces entreprises de survivre, d'accord? On évite également une faillite généralisée parce que il faut savoir un truc. On voit aujourd'hui Tesla, Apple, Facebook monter. Génial. Mais qui achète auprès de Tesla, qui achète auprès d'Apple, qui achète auprès... Si plein d'entreprises font faillite, vous croyez que Facebook va monter? Vous croyez que Apple va monter? Vous croyez que Amazon va monter? D'accord? Encore une fois, le coronavirus, il a démarré il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on est encore KO. Il y a encore beaucoup de gens qui recherchent voilà, des repères, des raisons, etc. Nous, notre objectif, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, on va essayer de trouver voilà, une logique, d'accord, une cohérence. Et là, Apple, Facebook, Amazon montent parce que ces entreprises survivent. Parce que ces entreprises sont encore là. Parce qu'encore une fois, c'est un effet domino. Si une entreprise fait faillite, beaucoup d'autres vont faire faillite. Donc là, pour le moment, ce qu'a fait la Fed, ça a permis de soutenir artificiellement l'économie, mais ça a permis de soutenir quand même. Et alors là, donc ici, vous voyez, voilà, ici, money printing, as it commits to keep expanding its balance sheet as necessary. Donc, voilà, la Fed, elle a imprimé et elle est prête à soutenir effectivement les entreprises
la Banque centrale, effectivement, passe du statut de prêteur en dernier ressort au statut d'acheteur en dernier ressort. Et on parle quasiment de nationalisation de l'économie. C'est-à-dire que là, en fait, c'est la Fed qui va devenir le plus grand actionnaire au monde et la BCE également. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ces banques, en achetant indirectement des obligations, elles ne deviennent pas actionnaires parce que pour être actionnaire, il faut acheter des actions, mais sans les obligations, ces actions, elles vaudraient zéro. Donc on peut dire, et d'ailleurs un prêteur ou un prêteur obligataire est mieux placé qu'un actionnaire puisqu'il sera indemnisé avant un actionnaire. Donc si ces obligations n'avaient pas été soutenues par la Fed, indirectement mais soutenues quand même, ces entreprises seraient aujourd'hui en faillite. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, ça c'est vendredi. C'est pour ça que je voulais partager avec vous ce point. Vendredi, when United Pound Old Jets, bond traders sent a stock warning. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, la United Airlines, c'est une compagnie aérienne américaine très connue, a essayé de refiler des jets, des anciens avions, et les traders, ils lui ont dit non, non, non. Alors, on a bien parlé d'obligation, d'accord? Obligation, qui dit obligation, dit hypothèque, dit garantie. On est d'accord? C'est-à-dire quand tu vas chez un banquier, tu lui demandes un crédit, il va te dire, ok, est-ce que tu es solvable? Est-ce que tu as assez d'argent? Est-ce que tu as un salaire? Est-ce que tu as un CDI? Est-ce que durant les 3 dernières années, tu as bien géré ton argent? Donc, il veut que tu sois assez solide pour pouvoir, à un certain moment, avoir un retour sur investissement. Mais il va également avoir une garantie. Et souvent, la garantie, c'est ta maison. Ce que l'on appelle un collatéral. Et pour une entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu prêtes à une entreprise, donc tu achètes ses obligations, tu veux que derrière, il y ait une contrepartie, il y ait une garantie. D'accord? Et cette garantie, ça va être par exemple des avions. Ça va être par exemple de la recherche et développement. Ça va être par exemple voilà, quelque chose qui vaut de l'argent. Et là, le vendredi, donc hier, vendredi soir, après la fermeture des marchés, United n'a pas pu lever de l'argent. D'accord? Vous voyez ici, late on Friday, after some 48 hours of frantic attempts to lure investors to their faltering bond sales, executives at United Airlines let it be known that the deal was dead. C'est-à-dire qu'ils ont essayé effectivement de refourguer leurs obligations, donc de se faire financer, et le deal est mort. Ils n'ont pas pu réaliser cette émission, ils n'ont pas pu effectivement refiler leurs obligations. Et alors, justement, pour la garantie, qu'est-ce qu'ils avaient donné? 360 avions, old jets, donc vieil avion. Et les analystes, ils ont considéré que ces avions, ils n'allaient plus rien valoir dans quelques années. Donc, cette garantie, c'était pipeau. Et donc, ce qui s'est passé vendredi soir, c'est extrêmement important. Ça veut dire que pour le moment, c'était allez, on y va, on y va, on y va, on y va. On prête, on prête, on prête, on prête. Mais vendredi, donc hier, il y a eu un signal qui a été envoyé qui a dit stop, stop, c'est trop dangereux. Et donc ici, vous voyez, le deal déçoit. C'est-à-dire, on n'est pas content de ce qu'offre United Airlines. Et donc, le collatéral, c'est-à-dire l'hypothèque, la garantie, c'est une importante sécurité pour les investisseurs. Ce qui est normal. Si par exemple, moi, je viens vous voir, je vous dis, voilà, je suis génial, je suis super, prête-moi 10 milliards. Vous allez me dire, ok, Tammy, tu es super sympa, tu es super mignon, tu es super gentil, j'adore ta pêche, mais qu'est-ce que tu me proposes en contrepartie? Je ne vais pas te prêter de l'argent comme ça. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, il faut des contreparties, il faut des garanties. Et donc, ici, effectivement, les investisseurs, ils ont acheté des milliards de dollars, effectivement, de dettes auprès d'entreprises qui sont en difficulté durant les dernières semaines. Donc, ces dernières semaines,
on a eu énormément d'investisseurs. Et alors pourquoi? Vous allez me dire, ok, mais la Fed, elle a dit, ouais, la Fed, elle a dit, moi j'achète, si jamais on a besoin de moi. Mais là, les investisseurs, ils ont dit, ah, puisque la Fed, elle a dit ça, ben c'est super, on va investir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ici, United Deal shows investors have their limits in who they will lend to. Et le problème de United Airlines montre que les investisseurs, ils vont pas prêter n'importe quoi, n'importe comment. Ils veulent quand même des garanties, ils veulent quelque chose d'assez solide. Et justement, récemment, les entreprises ont été à fond sur le marché des obligations pour obtenir de la liquidité, pour éviter le risque d'illiquidité. C'est-à-dire qu'au départ, elles doivent assurer leurs arrières. Mais ensuite, on a le risque de solvabilité. Est-ce qu'elles seront viables à long terme ou pas? Aujourd'hui, c'est juste, on veut survivre. On veut toujours être là dans quelques mois. Mais après, c'est le risque de solvabilité. Donc, ces entreprises sont en mauvaise forme. Et aujourd'hui, on peut dire que ces deals, c'est quasi, voilà, rescue, c'est de l'aide, c'est sauvetage, c'est du sauvetage. Donc ici, effectivement, d'autres entreprises, par exemple dans le domaine de l'événementiel, ont également fait la même chose. Par exemple, le Theme Park, donc effectivement un parc à thème, Six Flags Entertainment. D'ailleurs, Disney a annoncé des résultats en forte baisse parce qu'il n'y a personne dans les parcs Disney. Et donc, ils ont vendu 725 millions de dollars d'obligations, d'accord? Et ils ont mis en garantie les parcs à thème et les parcs aquatiques. AMC Entertainment Holdings, ils ont également vendu 500 millions de dollars d'obligations. Et en contrepartie, ils ont mis des cinémas, des théâtres, donc movie theaters, et voilà. Ensuite, Norwegian Cruise Line Holdings, donc c'est une compagnie de croisière, d'accord? Eux, ils ont mis en garantie des îles. Ils ont mis Great Stirrup Cay Island aux Bahamas et l'île Harvest Cay au large de Belize, pour sécuriser 675 millions de dollars. Et les taux sont assez élevés, vous voyez, 12,575%. Dans une situation où les taux sont de zéro, on est bien d'accord que s'ils empruntent aussi à un taux aussi important, c'est parce qu'il y a un risque. Ces entreprises peuvent faire défaut. Et donc, le gars qui leur a prêté de l'argent, il peut se retrouver en difficulté. Ils peuvent revendre bien évidemment les biens, mais ils peuvent se retrouver en difficulté. Et Norwegian Cruise a indiqué qu'elle pourrait ne pas survivre à cette situation pour des raisons évidentes. Delta Airlines, dont on a parlé tout à l'heure, a levé 5 milliards de dollars en obligations et prêts, et elle a mis en contrepartie, garantie, des créneaux horaires dans certains des aéroports les plus busy, occupés de la planète, et également voilà, des routes vers l'Europe, l'Amérique latine, etc. Donc tout ça pour vous dire que ce qui s'est passé vendredi est assez préoccupant, parce que ça peut effectivement peser sur la santé économique de ces entreprises. Et donc, on en arrive à Goldman Sachs qui dit la Fed ne peut pas sauver le marché des junk bonds. Et on a 6 milliards de dollars, d'accord? Et ça, encore une fois, de fonds qui sont allés sur des ETF GNK et HYG. Et en fait, ces ETF, ils ont profité justement de l'appel de la Fed. Et on va ici, voilà, GNK pour junk. Et vous voyez ici le 23 mars, et ça c'est des obligations junk bonds, ça valait 110, ça a baissé à 83, ensuite c'est passé de 83 à 103,28. Et vous voyez ici on a une belle consolidation. Alors encore une fois, ça ne veut rien dire, d'accord? Mais pour le moment, c'est pas top. Mais si ça se casse, ça peut être méchant. Je vais revenir tout à l'heure sur les marchés, mon sentiment, etc. Donc ici, pour Goldman Sachs, voilà, a bigger tsunami of downgrades may lie ahead. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a rien
d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà beaucoup, mais on peut avoir par la suite un tsunami de dégradation. C'est-à-dire que les notes, elles vont se dégrader rapidement. Et ces risky bonds, ces obligations risquées vont être encore plus risquées à l'avenir. Enfin, le dernier point, c'est Mohamed El-Arian, donc un gérant très très connu. Il dirigeait à l'époque d'ailleurs PIMCO. PIMCO, c'est dans les obligations, c'est une très 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 grosse maison. C'est l'un des plus gros d'ailleurs au monde. Et il dit la chose suivante, il dit le fait que la Fed soit intervenue massivement sur le marché des junk c'est poubelle, ordure, d'accord? Junk bonds, ça veut dire des obligations pourries, des obligations, voilà, et on le voit, on comprend pourquoi, parce que ces entreprises sont risquées. Et donc selon Mohamed El-Arian, le fait que la Fed fasse ça, qu'elle s'ouvre au marché du high yield à quasiment toutes les boîtes, ça veut dire qu'on peut avoir des compagnies zombies. Est-ce que vous comprenez le concept de zombie? Ça veut dire des morts vivants. On est d'accord? Des morts vivants. On en revient à ce que je disais. On a soutenu les entreprises parce qu'il y avait une crise d'illiquidité. Donc si on ne soutenait pas ces entreprises, c'était la faillite. Mais le problème, c'est que on les soutient artificiellement, mais ce sont des zombies. Ces entreprises, normalement, auraient dû faire faillite. Et encore une fois, on ne juge pas. C'est que pour l'instant, merci la Fed. Si la Fed n'avait pas aidé ces entreprises, et si la Fed n'avait pas fait ça, elles auraient été en faillite. D'accord? C'est très très important de le comprendre. Et donc, nous devons être prudents. Because that eats away what America is special. Il faut être prudent parce que ça tue ce qui fait que l'Amérique est spéciale. Et pourquoi il dit ça? Parce que l'Amérique est connue pour ce goût du risque. Or là, ces entreprises ont été quasiment nationalisées, financées artificiellement. S'il n'y avait pas eu ce financement de l'État, ces entreprises étaient mortes. Étaient mortes. Prenons le cas d'une entreprise que beaucoup de personnes connaissent, Air France. Air France, il y a eu l'intervention de l'État pour la, entre guillemets, financer. Je pense que c'est 5 milliards, 5 ou 7 milliards. Par là, vous en rappelez ici. Des pertes records pour les compagnies aériennes, moins 1,8 milliard d'euros au premier trimestre pour Air France. Pour éviter la faillite, le groupe a reçu un prêt de 7 milliards d'euros de la part de l'État. Nous avons fait ce choix et je revendique ce choix parce que nous l'avons fait pour des raisons d'indépendance et des raisons d'emploi. Une aide qui ne sera toutefois pas suffisante pour éviter la suppression de milliers d'emplois dans les mois à venir. La première étape consisterait à proposer des plans de départ volontaires. Ici, l'État français a dit on va financer. Donc on a eu une ouverture en gap. Et regardez depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis cette ouverture en gap, non. Depuis cette ouverture en gap, l'action a perdu quasiment 16-17% et même au plus bas 19%. D'accord? Pourtant, l'État l'a aidé. C'est un peu comme ce qu'a fait la Fed, on est d'accord? Pour Renault, c'est la même chose. C'est le même principe. Renault, on est dans une situation où l'État français a aidé Renault. Donc c'est là, et vous voyez, depuis, ça a baissé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est foutu, au contraire, mais ça veut dire que, vous voyez ici, depuis là, le 23 mars, et puis là, ça fait du surplace. Ça explose pas, hein. C'est pas Tesla, c'est pas Apple. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui aujourd'hui sont vraiment en stand-by. On ne sait pas ce qui va se passer. Ce sont de très bonnes entreprises. Air France, c'est excellent. Renault. Mais là, ça n'a rien à voir avec la qualité de ces entreprises. Est-ce qu'il y a encore un marché? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une consolidation? C'est-à-dire que des entreprises vont disparaître et on a d'autres qui vont les bouffer ou qui vont, voilà, qui sont plus costauds. Prenons le cas d'Apple. Apple, pourquoi ils survivent? Parce qu'ils ont plein d'argent. C'est l'une des entreprises qui a le plus d'argent en cash. Donc, ils peuvent gérer une crise. Ils s'en fichent. Ils ont plein d'argent.
D'accord? Donc, Mohamed El-Arian, donc ce qu'il dit, lui, c'est que justement, cette crise, elle est inégalée, mais également l'action de la Fed est inégalée. On n'a jamais vu ça de l'histoire économique. On n'a jamais vu ça. Au Japon, mais le Japon, c'est un cas particulier, j'y reviendrai par la suite, mais aux États-Unis, c'est la première fois. Et donc, pour Mohamed El-Arian, la Fed est allée trop loin en allant sur le marché du high yield. Je comprends pourquoi ils l'ont fait. Et effectivement, s'ils ne l'avaient pas fait, ces entreprises auraient été en faillite. Parce que ce sont des temps extraordinaires. Mais de l'autre côté, you get people who should not be borrowing, raising money. Il y a des entreprises qui ne méritent pas d'emprunter, qui devraient déjà être en faillite et qui empruntent facilement grâce à la Fed. Et ça va créer, finalement, ça élimine la logique du marché. C'est-à-dire, finalement, le marché, c'est quoi? C'est une compétition et c'est également une réalité économique. Tu es rentable, tu n'es pas rentable. Alors, bien sûr, on est en train de vivre un moment exceptionnel, un moment particulier, mais on est bien d'accord qu'on est en train de financer de manière artificielle des entreprises qui, autrement, auraient été en faillite. Alors, la logique est très claire. Soutenir l'économie, éviter les faillites en série, éviter l'aggravation de la situation. On a déjà 30 millions de chômeurs aux États-Unis. La pandémie qui frappe le monde agit sur l'économie américaine comme un véritable cataclysme, entre 30 et 33 millions de chômeurs selon les études, alors que le président américain, on s'en souvient, avait fait du quasi plein emploi le principal succès de son mandat. On a déjà une récession extrêmement forte. Si en plus ces entreprises font faillite, c'est la débandade. Maintenant, encore une fois, est-ce que ça va tenir longtemps ? Est-ce qu'on pourra effectivement maintenir ces entreprises? Est-ce que parfois les ressources, il ne faut pas les utiliser sur des choses bien plus importantes? On ne peut pas sauver tout le monde. C'est vraiment, quand tu es dans une situation de crise, à un certain moment, il faut faire des choix. Et si tu veux sauver tout le monde, finalement, tout le monde se retrouve dans le caca. Désolé parce que finalement, cette dette, c'est la dette de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est les banquiers qui prêtent. Alors, il n'y a qu'à annuler la dette. C'est faux. C'est toi qui prêtes, c'est moi, c'est nous. C'est-à-dire quand tu as de l'argent auprès de ta banque ou quand tu mets, je sais pas moi, un livret A, une assurance vie ou peu importe, la banque va utiliser cet argent et va l'utiliser pour prêter à l'État. D'accord ? Elle va acheter des obligations. Donc l'argent, donc quelque part, c'est toi indirectement qui finance l'État, ou alors tu le finances directement, ou alors ça concerne ta retraite. Par exemple, aux États-Unis, il y a une grosse partie qui est liée à la retraite. Ça veut dire que ce sont les retraités américains qui vont morfler. Donc aujourd'hui, on part au plus pressé, mais comprenez-moi bien, ces obligations, c'est également pour financer les retraites. Et donc si à un certain moment la dette devient tellement importante, beaucoup de retraités américains seront en situation extrêmement dramatique. Donc, soutien artificiel au marché, United Airlines, et le propre du capitalisme, justement, c'est ça, c'est que les entreprises solides survivent, les autres meurent. On est en train de vivre un moment exceptionnel. Maintenant, à terme, qu'est-ce que ça signifie? Hausse des impôts, hausse de l'inflation. Si, bien évidemment, voilà, on ne rentre pas dans un scénario à la japonaise, qui est une déflation, mais qui tue l'économie petit à petit, parce que c'est ce qui se passe en Europe et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Et comme les taux d'intérêt sont extrêmement faibles, on rentre petit à petit dans ce phénomène de déflation qui touche le Japon. Et ça veut dire la mort lente de l'économie. La déflation, c'est la mort lente de l'économie. Je vous l'expliquerai plus tard. Les stratégies à adopter, ça je l'avais déjà dit, on est dans une logique effectivement on ne sait pas ce qui va se passer. D'accord ? Le meilleur investisseur au monde, Warren Buffett, il a dit je ne comprends pas, je reste à l'écart. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Les stratégies que moi j'enseigne à mes étudiants, etc. Tout d'abord du DCA, d'accord ? Pour ceux qui ne veulent pas attendre et qui se disent tiens,
Voilà, et ça je l'avais dit il y a plus d'un mois, etc. Donc au plus bas, je disais, voilà, si vous considérez que c'est intéressant, pourquoi pas, mais vous mettez un cinquième, parce qu'on ne sait pas si on va faire un point bas, d'accord. Deuxième possibilité, d'attendre un vrai crack, sauf que peut-être qu'il faut attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas si vous êtes patient, d'accord? Ça dépend de votre psychologie. Parce qu'encore une fois, beaucoup de gens sont impatients, ils veulent y aller tout de suite, etc. Et c'est là où vous devez être, finalement, vous devez avoir une approche, une stratégie, d'accord? Moi, dans mes formations, je ne dis pas à mes étudiants, voilà, il y a un truc et tu fais ça et c'est bon. Je dis non, il y a une stratégie en fonction de ton goût du risque, en fonction de ton capital, en fonction de ton âge. En fait, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Un petit jeune qui a l'avenir devant lui, achète. Quelqu'un qui a la soixantaine, qui a 70 ans et son argent il est important et il sait que il en aura besoin pour sa retraite, il ne doit pas faire le con. Il doit être intelligent dans son investissement. La stratégie dépendra de votre profil. La stratégie dépendra de votre profil. Ne jouez pas au héros, ne faites pas les malins, etc. Donc il faut vraiment avoir un état d'esprit cartésien, surtout en ces moments de folie. On est en train de vivre un moment de folie.